Bienvenue à cette première session du cycle de conférences des 2C2 qui démarre cette année. Donc les étudiants, vous avez déjà entendu parler de ce cycle de conférences puisque je vois que vous êtes là. Vous pourrez avoir un petit peu plus d'informations. Pour ceux qui sont en ligne et qui nous rejoignent, parce que j'ai vu qu'il y avait du monde qui n'était pas de l'IUT, donc ce cycle de conférences, il est lancé par la mission Développement durable et changement climatique de l'IUT d'Aix-Marseille. Alors aujourd'hui, on va faire une conférence sur la sobriété numérique, autrement dit sur l'impact énergétique que peuvent avoir les différentes applications numériques, et on fera un zoom sur la partie intelligence de l'éclairage intelligent, qui est un des cas en fait sur lesquels on a travaillé avec les intervenants qui vont être là. Donc aujourd'hui, on accueille en ligne Maxime Fouy-S, qui est du Shift Project, qui a travaillé sur le rapport qui a été publié la semaine dernière. Donc, c'était lui qui était chef de projet sur le rapport. Et puis Diane Lamotte, qui est ici, qui représente un des fabricants d'éclairage, un des plus gros fabricants d'éclairage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la main à Maxime, qui va nous expliquer en quoi consistait ce rapport, et ensuite, je reprendrai un petit peu la main pour parler du travail qu'on a fait spécifiquement sur l'éclairage. Et puis, Diane Lamotte complétera sur les solutions qui existent aujourd'hui chez les fabricants. On va essayer de faire 10 minutes sur chacune des présentations, de manière à pouvoir prendre les questions de ceux qui sont dans la salle et puis ceux qui sont en ligne. Alors, si je me débrouille bien, je devrais pouvoir passer la main à Maxime. Voilà, normalement, Maxime, tu es animateur maintenant. Entendu. Là, c'est bon? Oui, c'est bon, on t'entend. Bonjour à tous et toutes. Donc effectivement, je m'appelle Maxime Fouy-S. Je travaille à The Shift Project, qui est un think tank dont je vais vous présenter rapidement le principe de fonctionnement après. Donc, je suis coordinateur de projet référent numérique, entre autres, au sein du think tank. Donc, je coordonne et je pilote nos projets sur le numérique qu'on mène depuis maintenant 3 ans. Donc, le Shift, comme on l'appelle par son petit nom, c'est donc un think tank, c'est comme ça qu'on se définit. Le statut légal, c'est une association loi 1901, donc comme beaucoup d'associations assez classiques, reconnue d'intérêt général et à but non lucratif. Donc, concrètement, on est un ensemble de personnes qui saisissons des sujets qui nous plaisent parce qu'on pense que c'est utile pour le général, pour le bien commun. On s'est donné 2 missions, en fait. La première, c'est d'éclairer le débat sur la transition énergétique et carbone, et la deuxième, c'est d'influencer ce débat. Donc notre domaine, en fait, vraiment notre domaine d'expertise, notre angle, c'est énergie et carbone. Pourquoi? Parce que pour tout un tas de raisons, on pense que l'énergie et le carbone sont 2 des paramètres absolument dimensionnants pour nos systèmes techniques et sociétaux aujourd'hui, et donc il faut absolument pousser la transition sur ces deux plans-là. Éclairer le débat sur cette transition, ça veut dire produire des analyses qui vont être chiffrées, transparentes et qui s'appuient sur une démarche qui est véritablement scientifique, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on produit, comment on y est arrivé et quelles sont les sources. L'idée, c'est de produire des choses, des rapports, hein, c'est des PDF concrètement, et des modèles qui vont être à côté, qui vont permettre d'éclairer le débat public aujourd'hui sur la transition, qui se fait de manière très médiatique et avec souvent un manque de socle scientifique. Et donc, ce qu'on essaye, en fait, c'est vraiment d'alimenter ce débat, de dire, bon, ben voilà, on débat de l'option A, B, C, D. En fait, en faisant les calculs, avec quelques règles de 3, des ordres de grandeur, et puis une démarche bien transparente et un modèle qui va bien, on arrive à voir que l'option B et D, en fait, ce n'est pas la peine d'en débattre, ça ne résout pas le problème. Donc, on débat des options A et C. Et c'est là que s'arrête, entre guillemets, notre travail d'éclairage, puisqu'ensuite, on va aller prendre ces résultats et les porter au sein des sphères décisionnelles, du coup politiques ou économiques. L'idée, c'est qu'une fois qu'en fait, on a publié ces résultats, on puisse aller alimenter le débat vraiment pour que le choix entre l'option A et C puisse être fait au final. Voilà donc notre activité en gros, et je pourrais répondre après aux questions si vous voulez des précisions. Et du coup, aujourd'hui, ce qu'on m'a proposé de montrer, c'est les résultats principaux, les constats principaux de nos travaux sur le numérique. Donc, le numérique, on s'y est intéressé il y a 3 ans.
Et la question principale, c'était est-ce que le numérique est un outil ou un défi pour la transition énergétique et carbone? Donc, ce qu'on a commencé par faire, c'est essayer d'évaluer avec des modélisations l'impact carbone du numérique à l'échelle mondiale. Donc, en prenant en compte la phase de production des terminaux, des infrastructures et leur phase d'utilisation. On n'a pas pris en compte la phase de fin de vie parce qu'on n'avait pas assez de données à échelle macroscopique pour avoir des résultats qui tenaient la route. Donc, ce que ça nous donne les courbes que vous voyez à l'écran. Donc, en 2019-2020, on a un impact, des émissions dues à la production et à l'utilisation des technologies numériques qui représentent 3 à 4 % des émissions annuelles mondiales. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est au-dessus des 2 à 3 % qu'on attribue usuellement à l'aviation civile. Ça veut dire aussi que le numérique n'est du coup pas un domaine dématérialisé, puisque c'est bien en fait des usages qui vont être construits sur une infrastructure. Hein, c'est vraiment des câbles, c'est des terminaux, etc. Et donc qui vont réclamer, pour être produits, pour être déployés et pour être utilisés, de l'énergie et donc des émissions qui vont être associées. Cette matérialité, elle augmente en plus rapidement parce qu'on numérise notre monde, on numérise nos activités aujourd'hui, on est dans une dynamique de numérisation intensive et donc on est d'augmentation de 8 % par an des émissions du numérique, ce qui est largement supérieur aux émissions mondiales qui augmentent à peu près de 2 à 3 % par an en moyenne dans le monde aujourd'hui. Pour donner une idée du contexte et donc des contraintes auxquelles on doit répondre aujourd'hui, si on veut rester sous les 2 degrés, qui sont donc une limite qu'on s'est auto-imposée pour sauvegarder nos propres systèmes, hein, donc c'est vraiment de l'égoïsme pur, enfin du bon sens. Si on veut respecter cette limite, il faut qu'on diminue nos émissions d'environ 5 % par an. 5 à 10 suivant quand on commence, en sachant qu'on n'a pas commencé. Donc on doit diminuer de 5 % par an. Aujourd'hui, on augmente de 2 à 3 % par an et celle du numérique augmente de 8 % par an. Donc c'est ça le premier grand constat, c'est que quand on continue, et c'est la deuxième famille de scénarios, enfin la grande famille de scénarios que vous voyez sans sobriété, si on continue avec ces 8 % par an, après, avec les dynamiques d'évolution qu'il y a aujourd'hui sur le numérique, on arrive en 2025 à 7 à 8 % des émissions, ce qui est comparable aux émissions qui sont dues aux véhicules légers aujourd'hui dans le monde. Donc le numérique, c'est un domaine qui est véritablement matériel, qui augmente très vite, et la question du coup, c'est comment on peut le mettre au service de cette transition, puisque ça fait quand même partie des choses qu'on nous dit, capable de faire. Donc, le dernier scénario qu'on a fait, c'est le scénario sobriété, qui est en fait pas vraiment un scénario sobriété dans le sens où il ne nous permet pas de diminuer les émissions, enfin de rendre en fait l'évolution du numérique compatible avec l'objectif de degré, pas encore. L'idée, c'était juste de voir avec quelques hypothèses assez simples, en plafonnant certains types de production, en plafonnant certaines évolutions de données, des volumes de données, euh, si on pouvait casser la dynamique vraiment particulière du numérique qui est à plus 8 % par an. Et la réponse est oui. Donc en fait, aujourd'hui, et c'est ça la conclusion, une des grandes conclusions de ce premier rapport qu'on a publié en 2018, c'est que le numérique, si l'impact du numérique évolue autant, c'est parce qu'il a une dynamique particulière. C'est parce qu'on parie sur l'augmentation des volumes de données, on parie sur l'augmentation des volumes de production. Et donc la sobriété, qui consiste à réfléchir à comment, ça ne veut pas dire plus faire de numérique, hein, ce n'est pas du tout ça. Ça veut dire prendre le numérique, identifier les apports essentiels et réfléchir à comment on fait pour que ces apports essentiels puissent vraiment être déployés. Pour vous donner une rapide idée de la répartition en fait, entre phase de production et phase d'utilisation, en gros, on est à 50-50. On a 45-55, mais voilà. Donc, on est à peu près à moite-moite sur la phase d'utilisation et la phase de production dans la consommation énergétique du numérique aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il est important de comprendre que quand on déploie une technologie, quand on va faire appel à des données, quand on déploie un nouvel usage, en fait, il y a une production d'infrastructures derrière. Et que produire une nouvelle infrastructure, ça permet de déployer de nouvelles technologies, déployer de nouveaux usages et donner une dynamique à la production de données. Donc l'idée, c'est qu'il faut vraiment comprendre le système numérique comme ça. Ce n'est pas un ensemble de cofacteurs de production. Ce n'est pas un ensemble de solutions qu'on met à droite à gauche. C'est un système connecté avec ses dynamiques propres et il faut comprendre ces dynamiques pour pouvoir le piloter. Sinon, si on est sur un bateau et qu'on considère que ce bateau, c'est juste un ensemble de planches de bois, on comprend bien qu'on ne peut pas le piloter. Une fois qu'on a compris que c'était un bateau, on prend la barre et on commence à lui donner une direction. C'est ça qu'il faut faire avec le numérique aujourd'hui, c'est comprendre ces véritables dynamiques et commencer à le piloter pour lui donner des directions. Et ces directions, elles s'illustrent, enfin cette question en fait et cette nécessité de direction, elle s'illustre très bien dans le paradigme de ville du futur, de ville connectée, de smart city aujourd'hui.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la Smart City, on sait que c'est censé rendre possible les services de demain et aussi permettre la transition carbone-énergie. Le problème, c'est que le mot ville connectée aujourd'hui, c'est un mot d'ordre dans les politiques publiques. Donc, ce qu'on appelle un mot d'ordre, c'est un mot qui sonne bien concrètement, qu'on va mettre dans les stratégies territoriales et qui n'a pas de contenu normatif. C'est-à-dire qu'il n'a pas de contenu exact. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Et c'est un engouement du secteur privé. Euh, Ces deux choses interagissent de manière assez désordonnée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va produire des choses, on pense que ça va être bien, mais on n'est pas sûr. Et du coup, la véritable question, c'est les outils qu'on va déployer, les outils connectés, comment on fait pour être sûr qu'on a bien diminué, qu'on a bien un impact net positif d'un point de vue de la transition. Un impact net positif, ça veut dire qu'on est sûr d'avoir diminué le nombre de molécules de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. Enfin, qu'on a réussi à diminuer le nombre de molécules de CO2 qu'on met annuellement dans l'atmosphère. C'est ça l'idée. Donc, il faut réfléchir sur toute la chaîne de valeur. Il faut réfléchir vraiment de manière holistique, en fait, de manière complète, et c'est ça qu'on appelle la réflexion systémique. Cette réflexion systémique, donc, au niveau des technologies connectées, c'est ça, hein, c'est vraiment d'avoir une balance, de regarder ce que ça nous apporte pour la transition, donc en termes d'économie d'énergie, etc., pardon, et ce que ça coûte environnementalement sur toute la chaîne. Donc, c'est-à-dire pour le produire, pour l'utiliser, pour extraire les ressources, et d'être sûr que la balance, elle penche bien du côté bleu. Et pour faire ça, autant on peut comptabiliser l'impact du numérique à l'échelle globale, parce qu'il suffit de regarder combien d'énergie il faut pour produire un smartphone, puis de multiplier par le nombre de smartphones, pour faire schématique. C'est de la comptabilité. Pour compter les économies que ça permet, en fait, ça dépend des cas. Et donc, il faut une quantification qui soit systématique et exhaustive. C'est ce qu'on a essayé de faire dans le rapport qu'on a publié cette année. Donc, systématique, ça veut dire qu'on va passer au travers de cas d'études. Et c'est ce que va vous présenter Bruno après. Les cas d'études, c'est des situations qu'on modélise avec des hypothèses qui sont précises et qui permettent de dire, OK, dans ce cas-là, est-ce que ma quantification énergétique me permet d'être sûr que j'ai économisé de l'énergie depuis la production jusqu'à le moment où ça s'arrête, jusqu'à la fin de vie. Exhaustive, ça veut dire qu'il faut un modèle de cycle de vie. Donc, c'est ce que je viens de dire, il faut vraiment balayer depuis la phase de production jusqu'à la phase de fin de vie. Parce que si j'économise pendant la phase d'utilisation, mais que j'économise en introduisant la couche connectée, que je permets une économie qui est inférieure à l'énergie que j'ai dépensée pour produire cette couche connectée, ben en fait, ma balance est du côté orange. Donc, ce n'est pas bon. Parce que j'ai consommé plus d'énergie au final sur Terre. Et c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir cette vision systémique. Et donc, le modèle qu'on a utilisé pour ça, qu'on a appelé le modèle STERM, Smart Technology Energy Relevance Model, l'idée, c'est d'avoir un système initial qui a sa consommation propre. Donc là, on va parler de la lumière. Sur ce système initial, on va rajouter une couche connectée qui va permettre des économies directes, c'est-à-dire que là, mon système d'éclairage va consommer moins parce que je l'aurai connecté, parce qu'il va permettre du pilotage, etc. Et l'idée, c'est de rajouter l'énergie grise, donc c'est-à-dire l'énergie qu'il a fallu pour produire le système, et la consommation en utilisation de la couche connectée. Et ça, ces deux éléments, ils ne sont pas toujours pris en compte dans les calculs. Et en fait, il faut les prendre en compte. Pourquoi? Pour être sûr que notre système il est bien pertinent et pour pouvoir dire à cet endroit c'est pertinent, là en fait non, ça l'est pas quand on regarde sur toute la chaîne et pouvoir vraiment piloter nos déploiements. Et c'est ça qu'on appelle le bilan net. L'idée de ce modèle, c'est qu'il puisse être repris, diversifié. On l'a mis en accès libre avec des hypothèses claires pour que ça permette en fait à des acteurs de reprendre ce modèle et de vraiment construire une approche qui permette d'être sûr de la pertinence. L'ambition ici avec ce modèle, c'est pas de démontrer qu'il y a des trucs qui marchent pas, c'est de trouver les trucs qui marchent. Trouver les trucs qui marchent, de les déployer, et ceux qui ne sont pas pertinents à tel endroit, de ne pas les déployer à tel endroit. Donc c'est vraiment d'avoir une approche qui soit la plus pertinente possible pour mettre le numérique au service de la transition énergie carbone. Et du coup, je vous présente rapidement les cas d'études qu'on a creusés dans le rapport, et Bruno va vous détailler les cas d'études sur l'éclairage connecté. Donc l'idée, c'était d'avoir deux technologies, plusieurs cas d'études qu'on a mis donc dans différentes sphères, hein, dans la privée, publique, professionnelle, et de voir en fait comment il faut adapter les hypothèses, comment il faut adapter le modèle et les variables qu'on a mis à l'intérieur pour pouvoir décrire différents types de situations et montrer qu'en fait, c'est un modèle qui est assez simple, qui peut être complexifié, mais qui déjà permet là, maintenant, tout de suite, d'étudier la pertinence véritable, donc c'est-à-dire sur toute la chaîne de valeur des technologies connectées. Voilà, je vais m'arrêter là et redonner la main du coup à Bruno pour qu'il vous présente les cas d'études. Ok, merci Maxime. Alors, je vais vous présenter justement les différents cas d'études et surtout les conclusions principales qu'on a réussi à en tirer.
Là, ça devrait être bon sur Zoom. Ouais. Alors, donc je vais rentrer un petit peu dans les détails sur ce qu'on a vu. Donc, vous avez compris, le rapport traite du numérique au sens large, et en fait, les cas qu'on a étudiés, c'est des cas qui sont assez appliqués et sur lesquels on avait les informations. Sur ce que vous avez vu dans le modèle, c'est pas la construction du modèle qui a posé problème, c'est du travail, mais c'est pas ça qui pose problème, c'est réussir à l'alimenter. Donc on est parti de choses sur lesquelles on arrive à peu près à maîtriser ce qui se passe, et en plus où le périmètre est borné, dans le sens où l'éclairage peut se penser indépendamment du reste, dans un premier temps. Et après, on pourra aussi regarder si le fait de connecter de l'éclairage, ça peut avoir des intérêts sur d'autres métiers. Si j'utilise des capteurs pour piloter mon éclairage, ces mêmes capteurs peuvent servir à autre chose. Alors, juste pour comprendre de quoi on parle, parce que l'éclairage, c'est pas neutre non plus, si on prend la consommation d'électricité en France, qui n'est qu'une partie de la consommation d'énergie de la France, l'éclairage, c'est un gros 10%, selon les données qu'on a qui datent de l'année 2007, 2017, pardon, oui. Si on les met à jour, je dirais que globalement, ça n'a pas énormément changé. Et dans l'éclairage, qu'est-ce qu'on consomme? Dans l'éclairage, ce qu'on va consommer surtout, ça va être de l'industriel et du tertiaire. C'est ça qui consomme à l'année. On va consommer du domestique, là où on habite. On voit déjà que ce n'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Et on va consommer de l'éclairage public. C'est ce qui se voit le plus et c'est ce qui, dans la balance, pèse le moins lourd. C'est quand on parle de lumière, première chose, on dit il faut éteindre l'éclairage public. Il n'y a pas que ça. Puis éteindre l'éclairage public, ce n'est pas forcément toujours une bonne solution. C'est bien chez le voisin, mais devant la maison, ce n'est pas terrible. Et donc, si on comprend ça, on comprend bien que si on veut diminuer ce volume-là, il va falloir qu'on s'attaque à la partie la plus grosse prioritairement. L'avantage aussi de la partie la plus grosse, industrielle et tertiaire, c'est qu'une personne va avoir en gestion un gros parc d'éclairage. Si je prends ici à l'IUT, par exemple, il y a une personne qui s'occupe de gérer les fluides pour l'ensemble du site. Ça veut dire que cette personne-là, si elle décide de faire des économies, elle fait des économies dans cet amphi, elle fait des économies dans tous les bureaux, dans toutes les salles de cours. Quand on est à la maison, une personne s'occupe d'un parc de, on va dire, une dizaine de luminaires, grosso modo, pas plus. Là, des luminaires, il va y en avoir largement plus. Donc, ça veut dire qu'on va jouer en fait sur 10% de la consommation d'électricité, d'accord, qui n'est qu'une part de la consommation d'énergie en France. Alors, dans les cas étudiés, on a quand même étudié deux cas. On a étudié du cas résidentiel pour que ce soit représentatif, pour que ça parle à tout le monde, et on a étudié aussi des cas tertiaires, bureau, enseignement. Donc, dans le cas résidentiel, on a pris de l'éclairage connecté grand public, ce que vous trouvez chez votre marchand de bricolage préféré, donc avec des sources LED, bien entendu, puisqu'aujourd'hui, c'est à peu près ce qui se vend systématiquement pour les particuliers, dans les applications générales. Il y a de la détection de présence sur ces kits-là. Je ne cite pas le nom parce que je l'ai vu tout à l'heure, il est en ligne, il m'a posé une question, donc je lui répondrai tout à l'heure. De la gradation manuelle, c'est-à-dire qu'on peut faire varier l'intensité de la lumière, et de la variation de couleur manuelle aussi, si on a envie de modifier soit l'ambiance, en ayant du blanc plus chaud, plus froid, soit carrément de faire quelque chose de joli avec du rose, du bleu, du vert. Et on a étudié deux configurations. La configuration, on fait que du fonctionnel, c'est-à-dire la lumière ne me sert que à m'éclairer dans un appartement type dans lequel on a un salon, un bureau et une cuisine, donc vraiment un petit appartement. On a regardé ce qui se passait si on utilisait cet éclairage connecté uniquement pour s'éclairer, et c'est tout. Et si on utilisait cet éclairage connecté pour ce qu'on appelait le récréatif, c'est-à-dire qu'en plus, on peut avoir la jolie lumière verte derrière la télé, on peut faire des jeux de lumière, on peut faire plein de choses. Et dans le tertiaire, on s'est basé beaucoup plus sur la manière dont qu'on a d'éclairer dans un milieu professionnel. Donc, on a pris des locaux de bureau et des locaux d'enseignement. C'est de la pure simulation. On n'a pas fait de mesure. On a pris le logiciel Dialux, qui est le logiciel de référence, qui sert à faire des calculs, qui s'appuie sur des normes, qui définissent la manière avec laquelle on va calculer les puissances installées, les consommations à l'année. Et on a comparé deux configurations neuves dans tous les cas. Une configuration neuve avec des luminaires LED et une configuration et juste des interrupteurs. Et une configuration neuve avec des luminaires LED. On enlève les interrupteurs et on utilise de la détection de présence et de la gradation en fonction de la lumière naturelle. Par exemple, ici, on a ouvert les fenêtres, on y voit bien. Là, la lumière est fixe. On pourrait très bien avoir un système qui diminue l'intensité lumineuse des plafonniers de manière à avoir uniquement la quantité de lumière dont on a besoin. Là, dans cette pièce-là, l'allumage, c'est on-off, c'est tout.
Donc soit j'allume, soit j'éteins. Si j'ai suffisamment de lumière, j'éteins. S'il y a un nuage qui passe, d'un coup, j'y vois plus, il faut que je rallume. Et dans la pratique, quand on rentre, on allume et on n'éteint pas avant le soir, si on pense à éteindre le soir. Alors, le constat qu'on a fait, on est parti d'une équation qui est assez souvent utile, qu'on peut appeler comme on veut. Hein. Le constat, c'est que comme l'énergie, c'est une puissance fois un temps, et ça marche à tous les coups, on a regardé en amont. Oui, j'en vois qui rigolent. Hein, ne cherchez pas à faire des trucs compliqués. Hein, ce que vous apprenez en cours, ça sert à rien, ça suffit. Voilà, vous l'avez. Apprenez-le ça. Ça, les ordres de grandeur et la règle de 3. Si vous savez ça, vous savez tout faire. Qu'est-ce qu'on a fait? Justement, on a utilisé ça et on a regardé les ordres de grandeur. Dans le résidentiel, la durée d'utilisation de l'éclairage dans la pièce la plus utilisée, qui est le salon, c'est grosso modo 1000 heures par an. Il n'y a pas de norme qui régit vraiment ça, ou en tout cas on ne l'a pas trouvé, mais si vous regardez le matériel d'éclairage qui est vendu aux particuliers, on vous met souvent 15 000 heures, 15 ans. Enfin, tout le temps. Vous allez avoir, alors c'est pas toujours 15 000 heures, mais à chaque fois, vous avez des milliers d'heures et des années en face. Donc pour les fabricants, c'est communément admis, je ne sais pas si c'est écrit quelque part, on n'a pas réussi à trouver, que dans le résidentiel, une source va être utilisée 1000 heures par an dans la pièce dans laquelle elle sert le plus. Dans le salon, ça va être 1000 heures. Dans les toilettes, ça va être beaucoup moins. Dans la chambre, ça dépend. Ça dépend si vous faites vos devoirs dans votre chambre ou ailleurs. Le niveau d'éclairement qu'on a dans un logement, c'est-à-dire la quantité de lumière qu'on va envoyer sur le plan de travail pour manger, pour jouer à l'ordi, pour faire ses devoirs, pour faire plein de choses, c'est au mieux 150 lux. Souvent, on est même un petit peu en dessous. On a pris fourchette haute, on a pris un logement bien éclairé. Maintenant, en face, on va prendre le tertiaire. Le tertiaire, selon le type de bâtiment qu'on va avoir, on va avoir une utilisation qui va être de l'ordre de 2500 à 8000 heures. Alors, j'arrondis à 8000, en fait, c'est 8760 heures dans le tertiaire ou l'industrie. 8760 heures, c'est un local qui n'a pas accès à la lumière du jour et qui doit être allumé en permanence. Un hôpital, ça tourne 24 heures sur 24. Dans un hôpital, vous allez avoir des locaux qui vont être éclairés tout le temps. Ou en tout cas, utilisés tout le temps. Pas forcément éclairés en permanence, mais utilisés toute l'année, 24 heures sur 24. 2500 heures, ça va être plutôt des locaux d'enseignement, puisqu'on est tout le temps en vacances. Le niveau d'éclairement, quand on travaille dans un amphi comme ici, dans un bureau, etc., le niveau d'éclairement, c'est grosso modo 450 lux. Donc ça veut dire que j'ai un facteur 3. Je suis gentil, hein, je mets un facteur 3 sur les durées d'utilisation, un facteur 3 sur les niveaux d'éclairement. Ça veut dire qu'en termes d'énergie, à surface égale, entre le résidentiel et le tertiaire, en termes d'énergie, à surface égale, on consomme 10 fois plus dans le tertiaire que dans le résidentiel. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous n'éclairerez pas chez vous autant que ce que vous éclairez dans les locaux d'enseignement. Vous pourriez le faire, d'ailleurs, à l'œil, vous ne verriez pas la différence, mais vous éclairez 3 fois moins. Et bien entendu, 3 fois moins longtemps. Et en fait, dans le résidentiel, la couche intelligente qu'on va rajouter, qui nous permettrait de faire des économies en mettant de la détection de présence, par exemple, cette couche connectée, elle est intelligente, elle pilote l'éclairage, elle permet d'être, on peut regarder à distance ce qui se passe, on peut la commander à distance. Cette couche connectée-là ne sera jamais remboursée. L'énergie qu'il a fallu pour la fabriquer, et même, dans certains cas, juste l'énergie que consomme la couche connectée, c'est 2 watts, hein, c'est pas grand-chose, mais en permanence, que ce soit allumé ou éteint, cette énergie-là n'est pas compensée par les économies directes qu'on va faire sur l'éclairage. Et dans le résidentiel, on fait vraiment que de l'économie directe, il n'y a pas de lien avec le reste. Dans le tertiaire, en revanche, on a vu que ça dépendait des cas. Et il va y avoir des cas dans lesquels ça peut être pertinent, il y a des cas où ce n'est pas pertinent. Donc là, si vous voulez plus de détails, soit on en parle après, soit vous regardez un petit peu dans le rapport, dans les annexes, c'est un petit peu plus détaillé. Mais ce qu'on voit, c'est que on ne peut pas tirer de règles générales pour le tertiaire. Pour le tertiaire, on a fait les bureaux et l'enseignement. Il nous reste les hôtels, les commerces, etc., etc. Enfin, des configurations, il y en a une palanquée. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à trouver de règles générales. On reste toujours dans l'idée que si on arrive à alimenter le modèle avec les bonnes informations, normalement, on arrive à voir si le bilan net il est favorable ou défavorable. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est regarder ce que pèse le matériel intelligent qu'on va mettre dans notre installation d'éclairage, matériel intelligent qui peut être connecté ou pas. Quand on le connecte, on a besoin d'un petit peu plus d'énergie pour communiquer au quotidien, mais quand on le connecte sans fil,
ça évite de tirer des câbles au départ. Donc, on achète moins de câbles et on a beaucoup moins de travail à fournir pour tirer des câbles. Dans certains cas, ça peut être intéressant aussi. En intérieur, c'est souvent le cas, en extérieur aussi. Tirer un câble en extérieur, c'est un tracto qui fait une tranchée sur quelques centaines de mètres pour réussir à relier plusieurs installations. Et donc, le matériel intelligent, lui, va nous coûter du surcoût d'installation, plus ou moins, de la consommation en service, et puis les émissions à la fabrication, comme a dit Maxime tout à l'heure. On n'a pas réussi à quantifier les émissions qui sont liées à la fin de vie, pour l'instant. On n'a pas réussi à avoir les informations. Si on les a, on les mettra dans le modèle. Et de l'autre côté, on va avoir en économie directe sur l'éclairage une diminution de consommation, une diminution de maintenance aussi, puisque si le matériel tourne moins souvent ou pas tout le temps à fond, il va s'user moins, et donc on pourra espacer la maintenance et on aura moins de panne. Ça, c'est pour ce qui est des économies directes. Alors, je réponds à la question de François Darcy, que j'ai vu passer tout à l'heure, qui demandait si on avait regardé que les économies directes. Oui, mais je crois qu'on doit se voir pour regarder les économies indirectes dans pas longtemps. Et donc, voilà, c'est les limites du calcul aujourd'hui. Donc, le modèle existe. On a parlé que d'économies directes. Il faudrait enrichir le modèle parce que pour l'instant, sur les systèmes connectés, on n'avait qu'une seule ou deux valeurs de matériel connecté pour lesquelles on connaissait l'énergie nécessaire pour la fabrication, les émissions qui sont engendrées. Si on en a plus, ben, on va enrichir le modèle et ça permettra de différencier plusieurs cas. Il faudrait qu'on puisse l'appliquer en rénovation. Pour l'instant, on n'a fait que du neuf, c'était beaucoup plus facile. Récupérer des informations sur le terrain, c'est toujours un peu plus compliqué. Bien entendu, chiffrer les gains de consommation sur les autres métiers du bâtiment, et c'est là que je réponds à la question de François Darcy, puisque si j'ai des capteurs qui servent à l'éclairage et que je les connecte à d'autres métiers, je suis probablement capable de récupérer ces informations-là pour y gagner par ailleurs. Ça, c'est ce qu'expliquera Diane tout à l'heure. Et puis, idéalement, on aimerait l'étendre à l'éclairage public, mais la problématique ne se pose pas exactement de la même manière, parce qu'il y a d'autres enjeux. Mais il se pourrait je sais qu'il y a du monde de l'éclairage public là, qui est en ligne aussi. Ils sont les bienvenus pour alimenter le modèle et voir si le modèle STERM est pertinent ou s'il faut qu'on l'adapte pour l'éclairage public. Voilà, j'en ai fini. Je vais passer la parole à Diane. Juste le temps de connecter correctement le bon casque. Bon, bonjour à tous, on m'entend bien malgré le masque, c'est bon, nickel. Donc bon, vous vous doutez que je ne suis pas fabricant moi de mes petites mains, je travaille pour un fabricant et qui a la chance en plus d'avoir encore des usines en France. Donc on parlait d'économie de transport, etc. On est bien dedans et on persiste pour conserver ça. Alors, la transition énergétique, on en parlait, je vais revenir, il y a des sujets qui vont faire redondant. Les constatations globales, ça va être sur le fait que les bâtiments consomment à peu près 40% de l'énergie mondiale. Le tertiaire, dans les bâtiments tertiaires, l'éclairage, c'est plus de 30% de l'énergie consommée. Donc, c'est quand même assez énorme, sachant que 80% des installations d'éclairage dans le tertiaire sont obsolètes. Donc ça, c'est important de le savoir, datent souvent depuis plus de 20 ans. Et il va falloir dorénavant prendre des mesures pour intervenir sur ces éclairages vieillissants. Il faut savoir qu'en plus, plus ils vieillissent, plus ils consomment, moins ils sont efficaces. Donc, tout ça rajoute à tout ça. Et on a la chance quand même d'avoir, on va dire, des gens qui ont travaillé là-dessus. Et un décret est sorti en juillet 2019, qui est à application au 1er janvier 2020. Avec tout ce qu'on sait aujourd'hui du Covid, c'est certainement des choses qui vont prendre du retard. Mais en tout cas, qui va obliger certains bâtiments tertiaires à diminuer drastiquement leur consommation d'énergie, donc en passant évidemment par la rénovation de leurs locaux. Alors, il y a vous pouvez aller consulter le décret, hein, j'en ai mis le numéro parce que ça va être quand même pour l'instant pour les bâtiments de plus de 1000 mètres carrés, par exemple. Donc voilà, on reste quand même pour l'instant assez sympathique, on va dire. Mais au fur et à mesure, on va restreindre pour que tout le monde soit obligé de venir à une transition énergétique. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on est en rénovation, on constate une grosse limite de la gestion filaire. Donc, au-delà du coût énergétique de tirer des câbles, c'est pas évident quand on arrive sur une installation qui a plus de 20 ans de devoir, parce qu'aujourd'hui, pour faire de la communication numérique, ça passait par. Alors, je sais pas du tout ce que vous connaissez en éclairage ou pas, donc des fois, je vais peut-être expliquer des choses ou pas, vous me dites. Ça passait par ce qu'on appelle des bus de communication, donc c'est des câbles de communication.
qui nécessitaient des appareils spéciaux, un câblage spécial. C'est pas du tout, vous enlevez, vous mettez un luminaire, ça ne marche pas. Il faut recâbler la totalité de l'installation. Et en termes de performance énergétique, c'est pas forcément le top. En règle générale, cette installation-là, c'est ce qu'on appelle du DALI. Donc, c'est un protocole qui existe, pareil, qui a ses propres limites. Donc, on est limité. C'est comme ça. Hein, c'est un protocole numérique qui a été fait comme ça en termes de gestion. On ne peut pas avoir plus de 64 luminaires connectés sur le même câble. Donc, il faut en avoir multiplié en plus le nombre de câbles à ajouter sur l'installation. Excusez-moi. Donc voilà, le DALI a plein de contraintes, hein, que vous pourrez aller chercher vous-même sur Internet, ça vous intéresse, mais plein de contraintes qui, pour servir l'économie d'énergie, apportent finalement peut-être plus de contraintes en termes d'installation et d'utilisation pour les consommateurs. Donc, manque de flexibilité dans l'installation, évidemment. Donc, nous, les fabricants, on s'est dit, OK, super, nouvelle génération, qu'est-ce qu'on peut proposer justement en numérique qui soit plus efficace et surtout qui ait, alors beaucoup d'informations, on va en parler vite fait, qui ait un impact réel sur les économies d'énergie sans avoir besoin de tout recabler, de tout revoir, etc. Alors nous, moi je suis chez Sylvania, mais c'est le cas de beaucoup de mes confrères, on a beaucoup focalisé sur le tertiaire ou l'industrie parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est 68% de la consommation. Donc forcément, c'est là qu'il y a des grosses économies d'énergie à faire, du gros remplacement à faire. Nous, on propose aujourd'hui ce qu'on appelle des systèmes plug and play. Donc, j'enlève le luminaire, j'en mets à la place. Il est équipé d'office d'un détecteur de présence et de luminosité et il marche tout seul. Pas formidable. Paramétré d'usine, minimum 300 lux, détection sur 1 minute. Enfin, du coup, on fait de l'absence et pas de la présence. Quand il ne capte plus personne, au bout d'1 minute, il s'éteint. Donc, l'intérêt, il est multiple pour plein de raisons. Déjà, alors, évidemment qu'après, avec un smartphone, on peut changer ses paramétrages, puisqu'on est connecté en Bluetooth avec ce genre de système, tout simplement. Donc, pareil, on est sur des petits systèmes qui consomment très, très, très peu d'énergie, voire pas du tout, qui ne sont pas en fonctionnement s'il n'y a personne dans la pièce, donc qui ne consomment pas en votre absence. C'est important, ce qu'on disait tout à l'heure pour le résidentiel. Aujourd'hui, ce qui est connecté marche en permanence puisque vous pouvez y accéder avec votre téléphone, etc. Donc, ce n'est pas l'intérêt. Qui va capter toutes ces informations. Donc, voilà, vous verrez peut-être plus vous lirez un peu tout en revoyant la présentation. Hein, et on a la possibilité d'avoir une commande murale pour prendre la main quand même sur l'installation si on le souhaite, sans fil, sans pile et qui marche en Pisio. Tic, 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 ça se recharge tout seul et un connecteur Bluetooth, la chose vous connaissez tous, normalement, c'est bon. Voilà, qui va permettre de communiquer avec le luminaire si on le souhaite. Pareil, on paramètre cet interrupteur sans fil, sans pile, avec son téléphone portable, enfin avec son smartphone, plus précisément. Donc, pas de câblage supplémentaire requis, c'est plus important. Pas vraiment de configuration et de mise en service nécessaire puisqu'il y a un paramétrage d'usine qui respecte les protocoles. Alors, tu disais 500 lux, on arrive à travailler un petit peu avec les différentes associations d'éclairage pour baisser à 350. Pour pareil, on continue à gagner un petit peu dans l'énergie et sur le confort visuel, mais ça dépend quand même des endroits. Et utiliser au maximum la lumière naturelle. Donc, on ne peut pas faire mieux en termes d'économie et sur cette détection. Voilà. Donc, ça, c'est les situations qu'on appelle smart, connected building, chez nous. Alors, moi, je vous ai mis 2-3 pièces. Alors, je ne vois pas tout, mais l'information est la même. Donc, on a fait, nous, par contre, des études de cas sur le terrain aussi, hein, parce que forcément, on est très content de communiquer sur les amortissements ou les retours sur investissement qu'on peut avoir sur les projets sur lesquels on travaille. Moi, ce que je retiendrai et qui est assez intéressant, alors, on a fait une comparaison, pas avec l'ancien, hein, avec du DALI et du connecté. Donc, du filaire ou du numérique, si je peux dire, comme ça, du Bluetooth. Parce que dans tous les cas, l'économie d'énergie faite par rapport à l'existant, elle est, en règle générale, c'est 40 à 45%. On est sur, en règle générale, des retours sur investissement sur ces projets-là tertiaires de moins de 2 ans. Donc, à partir de 2 ans, ils gagnent de l'argent en faisant tourner leur bâtiment. C'est quand même merveilleux. Donc, voilà. Par contre, moi, l'information que je retiens énormément sur celle-là,
c'est que vous voyez celle du milieu, 68%. C'est énorme hein, par rapport au DALI. Et bien en fait, si vous regardez plus en détail, c'est la seule où il n'y a pas d'intervention humaine. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas le choix aux gens, pour être très clair, et que tout est numérique. À partir du moment où on n'offre pas la possibilité d'appuyer sur un bouton, de laisser allumer ou éteindre, c'est là qu'on fait le maximum d'économie en réalité. Ça fait quand même pas plaisir, hein, entre guillemets. Hein. C'est un peu de notre faute tout ça. Hein. Donc voilà, c'est quand même assez important de le préciser. Alors après, on a les couloirs d'hôpitaux, etc., où on a besoin, enfin là, il y a les couloirs d'hôpitaux, il y a de la détection en règle générale. C'est moins parlant aussi parce qu'effectivement, on est sur quelque chose qui est consommé en permanence, donc que ce soit filaire ou avec détection Bluetooth, ça ne change pas grand-chose. Pour finir, ben, évidemment que le luminaire, c'est quand même, dans la plupart des installations, comment dire, déjà on en a partout. Vous n'allez pas à un endroit où il n'y a pas de luminaire, c'est pas possible. Autant vous pouvez rentrer dans une chambre d'hôtel sans clim, mais il n'y aura pas d'éclairage. Il n'y aura pas de télé, mais il n'y aura pas d'éclairage. N'importe où vous allez, c'est impossible de ne pas avoir un endroit où il y a de l'éclairage. Donc déjà, c'est un très bon centre, on va dire, un très bon lien avec l'ensemble des installations d'un bâtiment. Encore une fois, quel est le principe de communication? On fait simple, on fait numérique, BACnet. Donc le BACnet, c'est tout simplement un bus de communication ouvert, c'est un protocole, mais à tous les métiers, et qui va permettre, par exemple, quand le détecteur de présence, d'absence va nous dire dans cette pièce, il n'y a plus personne, il est parti, l'information en numérique arrive à la GTC qui va couper, par exemple, le chauffage, la clim ou fermer les volets, par exemple. On peut très bien avoir une intensité d'éclairage, se rendre compte que dans une pièce, on a 1000 lux, donc forcément le luminaire est éteint. Et donc, on va bien comprendre qu'il y a un apport solaire très important et on peut fermer les stores à moitié pour éviter la surconsommation de chaleur dans la pièce, par exemple. Donc, vraiment, le luminaire, c'est le point central voilà, d'ancrage qui peut donner des informations un petit peu à l'ensemble du bâtiment pour vraiment créer des économies d'énergie en consommant le moins possible. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. On vous a pas endormi, c'est bon? C'est bon, je suis sur le bon micro. Donc voilà, ben on a terminé la présentation. On va pouvoir prendre quelques questions. Alors, on a fait un peu de retard avec la technique, c'était à prévoir. Alors, je sais pas si on va commencer par prendre les questions qui sont dans la salle déjà, et puis après on prendra celles qui sont en ligne. Il y a Zachary qui en a sûrement noté pas mal. Moi j'ai une question. Vous avez dit que le luminaire c'est finalement une porte d'entrée pour avoir plein d'informations et gérer le bâtiment. Vous avez parlé donc de présence ou absence et lumière. Est-ce que dans le futur ou déjà vous avez intégré des capteurs de température, de CO2, des choses comme ça pour rajouter de l'information sur le bâtiment? Je répète juste la question pour ceux qui sont en ligne parce qu'ils n'entendent pas. Donc la question c'est de savoir si on rajoute, si les fabricants ont prévu aujourd'hui de rajouter des capteurs en plus des capteurs de présence et de luminosité. Ah, je réponds pour Clément. Comme ça devrait suffire. Alors, j'ai la chance dans ma vie d'éclairage qui date maintenant depuis presque 20 ans, d'avoir aussi travaillé pour un fabricant d'intégration plus générale, de ce qu'on appelle de manière un peu plus vulgarisée la domotique, on va dire. Donc c'est déjà quelque chose qui existe chez les fabricants de domotique. Le tout, c'est de récupérer l'information. En fait, pour vous répondre, clairement, nous, le fabricant, on peut aller installer des capteurs de température, etc. C'est une possibilité. Est-ce que c'est notre métier? J'en suis pas sûr. Par contre, faire en sorte que celui dont c'est le métier et nous communiquions l'information en BACnet, là, ça devient intéressant, effectivement. Oui, c'était la même question. c'est la même question. Du coup, par rapport au coût total, combien de cas vous avez étudié? Combien de la partie à toi, je crois. Oui, je l'ai vu passer cette question. Et combien de cas on a étudié? Alors, dans les cas donc résidentiels, il y en a 2 ou 3. Enfin, il y en a 3 qu'on a étudiés. Je ne sais plus si on en a publié 2 ou 3 dans le rapport. Et pour les cas tertiaires et enseignement, on a étudié 3 cas de bureau et 1 cas de salle de cours. En bureau, on a fait un bureau 1 à 2 personnes, un bureau collectif 3-4 personnes, je crois, et un plateau de bureau, qui est une configuration un petit peu différente.
Et après, en salle de cours, on a pris format salle TD, je sais plus, je crois que c'était 9 mètres par 10, quelque chose comme ça. On a aussi pris un cas d'étude en plus, à part la lumière, sur une autre technologie, sur le compteur connecté, pour Oui, c'est vrai. voir, pour voir si le modèle il pouvait être capable de représenter en fait des changements de comportement et introduire là-dedans la place du changement de comportement. Effectivement, donc je répète pour ceux qui sont dans la salle, en fait, on a aussi regardé l'intérêt énergétique du compteur connecté, puisque le compteur connecté permet d'avoir, donc le compteur Linky, hein, qui se déploie à peu près partout maintenant, il permet d'avoir, pour les utilisateurs, de contrôler leur consommation. Et l'effet qu'il peut avoir, c'est justement de faire baisser la consommation, parce que quand on a un compteur, on essaie de le faire baisser. Et on a regardé quel impact ça pouvait avoir en prenant en compte le fait que l'utilisateur, petit à petit, va se lasser. Au début, c'est nouveau, on joue avec, on regarde le compteur, et puis au bout de quelques années, on va aller moins souvent le regarder, on va considérer qu'on est devenu suffisamment vertueux, et du coup, on fait un petit peu moins d'économie puisqu'on se relâche un petit peu. Pour répondre à ta question, je ne sais pas si on m'entend là, pour répondre à votre question, pour répondre à votre question, c'est ce qu'on fait déjà, et clairement, après ça reste mon avis personnel, c'est que sur les bâtiments publics, tertiaires, etc., c'est de donner de moins en moins la main aux personnes qui malheureusement, comme disait Bruno, vont oublier d'éteindre, voilà, de gérer en numérique. Donc c'est bien le sujet, avec sobriété cependant, et de gérer ça d'un point de vue numérique. Et maintenant on fait tout avec un smartphone, donc potentiellement ça pourrait être plus tard quand vous sortez de votre pièce et que le smartphone n'est plus détecté, ça s'éteint, pourquoi pas. De tous les cas, pour moi ça passera par le numérique. Et le moins d'utilisation possible, le moins d'intervention humaine possible. On a une question dans la salle. Oui. Une question, je regardais là en même temps un rapport sur le prix de vente des ampoules classiques, des ampoules LED. Il y avait un rapport UFC pour choisir qui montre que ça varie entre 3 et 8. Est-ce qu'il y a, au niveau de la fabrication, du niveau des matériaux utilisés, il y a une justification pour dire ben, effectivement c'est 3 à 8 fois plus cher? Ou est-ce qu'on ne fait pas payer le coût de l'énergie à celui qui achète, le coût de l'économie d'énergie ou l'économie du gain de temps d'utilisation à celui qui achète? Parce que je pense que ça c'est un discours qui est important, parce que si on biaise ce discours, on risque aussi de casser la dynamique. Je reprends la question pour ceux qui sont en ligne. Il y a un écart en fait de prix, si j'ai bien compris. Hein. Il y a un écart de prix entre une ampoule normale grand public et la même. Entre deux ampoules. Une ampoule à incandescence, une ampoule. Voilà, entre une ampoule classique et une ampoule connectée. Non, sans classique et sans détecteur de présence, parce qu'après la technologie va expliquer les différents prix. Mais donc il y a juste en termes d'éclairage. Il y a un écart en fait entre les sources conventionnelles et les sources LED, un facteur 3 à 8 selon l'UFC Que Choisir. Et la question était si cet écart-là était vraiment justifié ou si c'était pas plutôt un effet d'aubaine de la part des fabricants. Les deux. C'est hyper intéressant comme question pour le coup, surtout que ça amène deux réponses. La première, c'est que oui, forcément, au départ, il y a un coût de fabrication plus cher parce que c'est nouveau. Je vais vous donner l'exemple du pavillon que vous avez au-dessus de la tête. Quand c'est sorti il y a une dizaine d'années maintenant, c'était 60-65 € le pavé. Aujourd'hui, ça coûte 19 €. C'est la même chose qu'il y a 10 ans. Donc, potentiellement, il y a 10 ans, vous êtes tous fait arnaquer. Puisque finalement, ça coûte que 19 € aujourd'hui. Bon, après, c'est de la production de plus en plus chinoise, on va pas se mentir, sur ce genre de produit, qui fait baisser les prix. En ce qui concerne les ampoules, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'au départ, on a un prix beaucoup plus haut parce que, a priori, une ampoule plus résistante, plus longtemps, voilà, etc. Par contre, là où je vous conseille de faire attention, c'est qu'on a de la différence de prix, même d'une LED à une LED. Pourquoi? Regardez toujours. Honnêtement, payez la plus chère. Parce que là, par contre, d'un point de vue économie d'énergie, pour la plupart, on n'y est pas du tout. C'est-à-dire qu'une ampoule incandescente qui vous faisait consommer 40 watts, vous allez avoir une ampoule peut-être 10 watts, mais avec 3 fois moins de luminaire. Donc vous aurez de flux lumineux. Donc vous allez avoir l'impression d'avoir économisé 30 watts, mais en fait, vous avez 3 fois moins de lumière que ce que vous aviez avec l'ampoule 40 watts. Donc peut-être qu'il va vous falloir 3 ou 4 ampoules pour compenser la lumière générale. Donc ça, il faut faire hyper attention par contre en termes de consommation. C'est pas le prix qui doit jouer, c'est pas le nombre de watts, c'est le nombre. Maintenant, les données changent et c'est le flux lumineux qui est important. À équivalence,
c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un luminaire qui donne autant que d'en avoir un mètre carré. Et d'un point de vue énergétique surtout. Alors, il y avait une autre question en ligne, oui. C'est une question. Est-ce que vous connaissez la quantité d'énergie nécessaire pour fabriquer ce type de lampe? Alors, la quantité d'énergie nécessaire pour fabriquer... Alors, les fabricants savent l'énergie qui passe dans leur luminaire, mais ils ne le communiquent pas forcément. C'est justement dans le travail qu'on a fait sur le rapport avec Maxime. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ça coûte de fabriquer un luminaire? C'est de l'électronique, donc c'est pas neuf, c'est aussi du numérique, hein. L'éclairage LED, en fait, c'est de l'éclairage numérique. Donc, qu'est-ce que ça coûte de fabriquer un luminaire? Parce qu'il faut fabriquer de l'électronique. Et puis, qu'est-ce que ça va coûter de le connecter, donc de fabriquer le matériel et de l'intégrer à l'intérieur du luminaire? Je ne sais pas si Maxime, tu veux compléter justement sur… Personnellement, ce qui me gêne le plus aussi, c'est que c'est pas tellement le coût de fabrication, c'est d'où il vient. Oui, puis la vraie question, c'est de savoir d'où il vient, puisque le transport de Chine pour avoir des pavés à 19 €, en termes d'impact écologique, c'est pas terrible. Donc Maxime, si tu veux compléter aussi, oui. Oui, si… En gros, effectivement, le coût énergétique de production des choses numériques, il est difficile à connaître, parce que c'est un truc qui n'est pas bien renseigné. Du coup, on est obligé concrètement de démonter les outils, puis d'aller regarder composant par composant les specs de chaque composant et les relier à des trucs qui sont pas trop loin pour comprendre quelle énergie il a fallu pour les produire. L'ordre de grandeur qui est intéressant à avoir, c'est que la phase de production, elle est quasiment tout le temps très supérieure à la phase d'utilisation en termes d'énergie consommée et d'émissions. Pour donner une idée, parce que c'est l'ordre de grandeur que j'ai, sur un smartphone ou un ordinateur, les émissions, elles sont émises à 80 à 90% par la phase de production. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est important de considérer la phase de production, parce que la phase d'utilisation en consommation directe, elle est assez faible généralement. Et du coup, intégrer la phase de production, ça permet vraiment d'avoir la bonne balance et d'être sûr que dans ce cas-là, on a bien un déploiement qui est important, enfin qui est utile. Ok, je vais faire la traduction simultanée pour ceux qui sont en amphi, parce qu'on a perdu le son. Les données qu'on a sont encore parcellaires, on n'a pas forcément tout, mais dans le rapport, ce qui est ressorti, c'est que la phase de production de l'électronique, d'une manière générale, pèse beaucoup plus lourd que la phase d'utilisation. Pour un smartphone, on est à peu près 80% de l'énergie qui est consommée pour fabriquer le smartphone et 20% seulement de l'énergie qui servira à l'utilisation. C'est-à-dire que même si vous gardez votre smartphone 2 fois plus longtemps que prévu, vous n'aurez pas consommé autant d'énergie en l'utilisant que l'énergie qu'il a fallu pour le fabriquer. Dit autrement, avant de changer un smartphone, imaginez-vous qu'en rachetant un smartphone, vous allez consommer de l'énergie. Alors, ce n'est pas vous directement, mais vous avez acheté un smartphone qui a été fabriqué. Et l'énergie qu'il aura fallu pour fabriquer ce smartphone, c'est 5 fois plus ou 4 fois plus que ce que vous avez utilisé comme énergie avec votre smartphone depuis que vous l'avez. Et ça, c'est valable globalement sur une bonne partie de l'électronique. Et encore une fois, pour compléter ce que vient de dire Maxime pour ceux qui sont en ligne, dans cette affaire-là, on ne prend en compte que la fabrication et l'utilisation. On n'a aucune idée de la fin de vie. Et la fin de vie pour l'électronique, c'est quelque chose qui est très compliqué puisqu'il faut récupérer des matériaux qu'on a éparpillés en toute petite quantité dans plein de petits composants. Je vois qu'on arrive à 13h30. Je ne sais pas s'il y avait… Oui, il y a une ultime question en ligne. On va répondre à celle-là, puis après, on laissera les étudiants repartir en cours. Alors, je vais reprendre la question pour ceux qui sont en ligne. Donc, la question, c'est vu que les solutions connectées peuvent avoir un intérêt, est-ce que ça va être obligatoire d'utiliser des solutions connectées ou de l'éclairage récent dans l'existant? Et le corollaire de cette question, c'est est-ce que c'est pris en compte dans le plan de relance? Alors, en fait, dans le plan de relance, on ne va pas dire vous devez mettre un détecteur de présence dans chaque salle, même s'il existe des textes déjà qui le préconisent. Le plan de relance dit, la réglementation dit la consommation des bâtiments tertiaires doit fortement diminuer. Comme l'éclairage pèse lourd dans la consommation, alors on peut en déduire facilement qu'on va devoir faire diminuer l'éclairage. Et le plan de relance a prévu de mettre des milliards d'euros pour le bâtiment. Et quand on met des milliards d'euros pour le bâtiment, en fait, on met indirectement des milliards d'euros pour l'éclairage, puisque quand on va rénover des bâtiments, on va les isoler, on va les ventiler et on va les éclairer. Entre autres, on va les chauffer, les refroidir, etc., on va faire de l'eau chaude. Mais l'éclairage en fait partie, surtout pour les bâtiments tertiaires et industriels. Oui, c'est ce que je disais en début, hein, c'est le décret qui a été
publié en juillet 2019 et qui est opérationnel depuis le 1er janvier 2020. Alors après, ça ne concerne pas tous les bâtiments. Il y a encore certaines limites puisqu'il faut qu'ils fassent au moins 1000 mètres carrés. Bon, après, croyez-moi que pour travailler dans ce genre de bâtiment très régulièrement, il y en a quand même beaucoup. Ça va vite, 1000 mètres carrés, qui vont être obligés de faire une transition énergétique et d'avoir des bâtiments plus verts, dirons-nous, avec des protocoles. Hein. Il y a aussi pas mal de nouvelles normes. Vous avez déjà certainement entendu parler de HQE, BREEAM, etc. Enfin, tous des protocoles avec des critères. Et comme l'éclairage, c'est 30% de la consommation, et je pense que c'est une des choses les plus faciles à modifier, forcément, les appareils connectés prennent tout leur sens. Croyez-moi, si tous les fabricants font des connectés, c'est qu'il y a un intérêt. Hein. C'est que ça va être vendu. Ça, c'est clair. Allez, on a une dernière question dans la salle. C'est vraiment la dernière des dernières. Ah ben, c'est une belle question de clôture, ça. Donc, la question est de savoir si on est optimiste pour la suite. Alors, comme disait Diane juste avant, l'éclairage, c'est quelque chose qui peut se faire en dehors du reste. Si on veut modifier l'isolation d'un bâtiment, ça a des conséquences sur les ouvertures, donc les fenêtres, le chauffage, la ventilation, etc. Ça va jouer sur beaucoup de choses. L'éclairage, on peut le faire tout seul. On peut arriver dans une pièce, modifier le système d'éclairage et repartir. Et si en plus c'est bien fait, les utilisateurs ne s'en rendront même pas compte. Donc, on peut être optimiste là-dessus. Les différentes fédérations professionnelles, en plus des professionnels, en plus des fabricants, des installateurs, les différentes fédérations professionnelles, les associations professionnelles aussi, poussent en permanence, l'Association française de l'éclairage, par exemple, pousse en permanence pour qu'il y ait une grosse rénovation qui soit lancée sur l'éclairage du bâtiment, de l'ensemble des bâtiments, parce que c'est quelque chose qui n'est pas difficile. Là où ça devient beaucoup plus difficile, c'est quand on se met à l'appliquer, parce que les donneurs d'ordre, c'est-à-dire les propriétaires des bâtiments, qui peuvent être des privés, des publics, des grosses entreprises, etc., eux ne sont pas forcément formés à l'éclairage et peuvent faire des erreurs. Le problème, c'est que quand on a lancé un chantier, on ne va pas y revenir une semaine après en disant « mince, je me suis trompé, je refais mon chantier, j'ai mis 1 million d'euros dans mon parc de bâtiments, je remets 1 million d'euros. » Je ne peux pas le faire. Et c'est là que c'est difficile. Et comme dans tous les métiers, il y a des gens qui sont bons et puis il y a des gens qui sont moins bons et qui essaient juste de se faire de l'argent. Donc, je dirais que oui, on est optimiste dans le sens où aujourd'hui, on s'intéresse vraiment au bâtiment. Là où il faut faire attention, c'est être correctement formé pour ne pas acheter n'importe quoi, pas se faire fourguer n'importe quoi, pour que les économies soient vraiment au rendez-vous. Sinon, celui qui aura modifié son système d'éclairage et qui se retrouve à pas faire d'économie, le patron de la structure va lui dire c'est la dernière fois que tu touches à l'éclairage et c'est terminé, on a perdu. Ouais. Allez, je vais demander Maxime si tu veux donner le mot de la fin. Oui, ça marche, pas de souci. Le mot de la fin? Non, mais je dirais juste que je pense que là, on en est à l'étape où concrètement, il faut qu'on tienne rigoureuse et rigoureux parce qu'on en a besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tout un tas de solutions différentes qui peuvent nous permettre de faire des transitions qui sont vraiment pertinentes. Et en fait, ce qui nous manque, c'est de la rigueur. Il faut qu'on arrive à comprendre ce qu'il faut qu'on compte vraiment pour éviter de faire des erreurs bêtes et de gâcher les opportunités que ça nous propose, quoi. Aujourd'hui, le défi il est vraiment dans la rigueur et d'avoir l'ambition de répondre aux questions, vraiment. Ok, très bien. Bon, on va arrêter là. On a un petit peu débordé de 4 minutes. Merci à tous ceux qui étaient en ligne. Merci à ceux qui étaient là. Merci à Paul pour la technique et à Zachary pour les questions. Et puis, rendez-vous dans un mois pour la prochaine conférence qui parlera de l'eau le 18 novembre. On vous tiendra au courant. Bonne journée à tous.